Plus qu'une semaine de campagne, et ça paraît. Monsieur Blanchette, on comprend, il veut parler le moins possible d'un gouvernement fédéral qui est là pour appuyer les familles québécoises. On a vu les dossiers rester pognés. Je suis le seul chef qui peut remplacer Justin Trudeau. Les chefs passent à l'offensive, les attaques viennent de partout. Pendant ce temps, des fonctionnaires fédéraux craignent l'élection d'un gouvernement conservateur. J'espère qu'ils ont appris leur leçon avec les manœuvres de Harper dans le temps. Et Angela Merkel s'apprête à tirer sa révérence. Qui va lui succéder? Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue au Radio-Journal. Alors, si ce n'est déjà fait, il vous reste une semaine pour vous décider et tous les candidats vont sortir l'artillerie lourde pour vous convaincre de passer dans leur camp. Déjà pendant la fin de semaine, le ton était donné. Samuel Rancourt, les libéraux passent plus résolument à l'attaque. Oui, donc le chef libéral Justin Trudeau a tenté de courtiser des circonscriptions détenues par les bloquistes. Il s'en est pris à leur chef Yves-François Blanchet, qui lui était en Gaspésie, les îles de la Madeleine, un endroit détenu par la libérale Diane Le Boutillier. M. Blanchet a critiqué le travail de la députée comme ministre du Revenu national. Je vous propose d'écouter Justin Trudeau, suivi d'Yves-François Blanchet. M. Blanchette aime s'approprier le bilan libéral. On a vu les dossiers rester pognés. On a vu la ministre essayer de se dépatouiller à chaque fois de sa propre inaction. Et Mathieu, on voit que des chefs s'activent en Colombie-Britannique et en Ontario. Il y a Jock Meersing du NPD qui se rend dans la Première Nation de Neskantaga en Ontario pour traiter de l'accès à l'eau potable. Justin Trudeau, lui, passe la journée en Colombie-Britannique afin de rencontrer notamment des candidats. Et dans cette province, eh bien, on retrouvait Erin O'Toole hier. Il a promis de l'aide financière aux familles endeuillées. Et aujourd'hui, eh bien, le Parti conservateur fait campagne en Ontario. Parlant des conservateurs, Samuel, le Parti populaire de Maxime Bernier était jusqu'ici dans leur angle mort, mais il tente maintenant de les dépasser par la droite. C'est que le Parti populaire du Canada suscite un certain engouement sur le terrain. Maxime Bernier est devenu le porte-voix des non-vaccinés, des opposants aux mesures sanitaires. Là-dessus, voici l'analyste de sondage Philippe Gifournier. Si un Canadien sur 10 est anti-vaccin et que Maxime Bernier est le seul à parler en leur nom, en soi, ce n'est pas nécessairement très surprenant de voir le PPC monter. Et Maxime Bernier qui a aussi affirmé que l'élection est un référendum sur le passeport vaccinal. Merci, Samuel. Je vous en prie. Et puis, ceux dont l'idée est déjà faite, le vote par anticipation, oui, ça se poursuit jusqu'à 21h ce soir. Vous pouvez donc remplir votre devoir de citoyen avant le jour J. Jusqu'à maintenant, ce vote se déroule plutôt rondement. Un accroc a par contre été signalé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où un couple francophone, Marcel Gauguin et sa conjointe, se sont vus refuser le droit d'être servis en français. À la réception même, ils nous ont pas compris en français, mais ils ont pris le carton pour nous indiquer dans quel kiosque se vendre. J'ai réalisé assez vite qu'ils ne parlent pas le français. J'ai demandé pour être servi en français. Il dit que malheureusement, c'était le seul qui pouvait nous servir à cause de notre résidence. Puis la madame d'à côté était aussi francophone, mais elle ne nous a pas servi. Ça fait au-dessus de 40 ans que je vote. J'ai toujours été capable de voter en français ici dans la région de Moncton. Mais après 40 ans, tu penserais que dans la ville bilingue, dans la province bilingue, dans le pays bilingue, on devait être capable de voter en français. Élections Canada répond que le couple n'a pas exigé de service en français dès le départ et qu'ensuite ses électeurs n'ont pas voulu attendre qu'un superviseur francophone se libère pour s'occuper d'eux. Des bilans provisoires indiquent que le vote par anticipation est plus populaire cette année que lors du dernier scrutin en 2019. Et justement, à l'approche de ce scrutin, des fonctionnaires fédéraux de la région d'Ottawa appréhendent plus que jamais l'élection d'un gouvernement conservateur. Ils craignent des compressions dans la fonction publique si le parti de Erin O'Toole prend le pouvoir le 20 septembre prochain. Ils n'ont toujours pas oublié ce qu'ils ont vécu pendant les années Harper. Estelle Côté-Sroka a préparé ce qui suit. C'est possible. C'est possible. Un changement de gouvernement pourrait transformer la fonction publique, croit ce fonctionnaire à la retraite. Mais Ian Thompson estime que des compressions dans l'appareil fédéral ne sont ni souhaitables ni réalistes à long terme, puisque le gouvernement doit compter sur une main-d'œuvre qualifiée pour accomplir ses projets et offrir des services de qualité aux Canadiens. J'espère qu'ils ont appris leur leçon avec les manœuvres de Harper dans le temps. Les conservateurs veulent faire des économies en rendant le gouvernement plus efficace. Par exemple, faire du télétravail la norme, comme l'a fait l'entreprise Shopify.
Les édifices à bureaux pourraient ainsi être utilisés à d'autres fins. Le candidat dans la circonscription de Pontiac assure qu'il n'est pas question de faire des compressions. Michel Gauthier. La meilleure des solutions, c'est le plus possible de télétravail, dans le sens où on économise. Comme le NPD, les libéraux assurent vouloir investir dans la fonction publique. Le candidat libéral de Gatineau, Stephen McKinnon. Nous allons continuer de miser sur nos investissements dans la fonction publique, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans notre personnel, pour continuer de poursuivre nos ambitions. Peu importe le parti élu, reste à voir dans quelle mesure le prochain gouvernement, surtout s'il est minoritaire, pourra laisser sa marque sur la fonction publique. Ici Estelle Côté-Sroka, Radio-Canada, Ottawa. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire, des écoles du Québec cherchent toujours des enseignants et des élèves n'ont toujours pas de professeurs réguliers. Encore une fois, cette année, il y a plusieurs postes d'enseignants à combler, tant au primaire qu'au secondaire. Selon Québec, il manque près de 250 professeurs à temps plein dans nos écoles. La pénurie est telle que les directions font maintenant appel à des retraités et recrutent même des enseignants non qualifiés. Annie Bourgeois est coordonnatrice des ressources humaines au Centre de services scolaires des navigateurs dans la région de Québec. Le secteur de la musique, par exemple, on va aller chercher des musiciens professionnels. Donc, ils ont une certaine qualification. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas la diplomation, mais ils ont cette expertise. L'hiver dernier, ils étaient plus de 2500 enseignants non qualifiés à donner des cours au primaire ou au secondaire. Au tour de la Colombie-Britannique d'imposer le passeport vaccinal pour accéder à certains lieux publics. À compter d'aujourd'hui, les Britanno-Colombiens doivent présenter un document qui atteste qu'ils ont reçu au moins une dose de vaccin pour assister à un concert, aller dans un bar, un restaurant ou encore se rendre dans une salle d'entraînement. Et dès le 24 octobre, il faudra cependant avoir reçu 2 doses pour obtenir le passeport vaccinal. Jusqu'à maintenant, 85 % de la population de 12 ans et plus en Colombie-Britannique a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Ailleurs dans le monde. En Europe, après 16 ans à la tête de l'Allemagne, la chancelière Angela Merkel s'apprête à tirer sa révérence. Les Allemands vont se rendre aux urnes le 26 septembre pour choisir leur nouveau chef d'État. Hier soir, les 3 principaux candidats au poste ont croisé le fer dans un débat où les thèmes de la pandémie et du climat se sont imposés. Raphaël Bouvier-Auclair en fait le compte-rendu. Climat, Corona. Pour Marcus, un électeur de la région de Stuttgart, 2 enjeux sont incontournables dans cette élection, la pandémie et la lutte contre les changements climatiques. Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Des thèmes qui se sont justement imposés dans le débat entre les 3 principaux candidats qui aspirent à devenir chancelier d'Allemagne. Selon Armin Laschet, successeur d'Angela Merkel à la tête du Parti chrétien-démocrate, les défis de gestion liés à la pandémie seront la priorité du prochain gouvernement allemand. Le meneur dans les sondages, le social-démocrate Olaf Scholz, promet de son côté de s'attaquer sérieusement à la transition climatique en adoptant des lois pour favoriser la production d'énergie renouvelable. La question environnementale a d'ailleurs donné lieu à des échanges plus corsés entre les candidats du centre-gauche et du centre-droit qui ont attaqué leurs bilans respectifs dans ce dossier. Selon la candidate verte, Annalena Baerbock, ces conflits entre les 2 partis qui se sont partagés le pouvoir ces dernières années expliquent pourquoi l'Allemagne n'en fait pas plus dans le dossier climatique. Malgré leurs divergences, certains de ces candidats pourraient être appelés à travailler ensemble et former un gouvernement de coalition. Un gouvernement qui, pour la première fois en 16 ans, ne sera pas dirigé par quelqu'un qui porte le nom Angela Merkel. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Francfort. Maintenant, au tennis. Donc, je suis triste pour lui, mais je suis content pour moi, quoi. Le Russe Daniil Medvedev, que vous venez d'entendre, a remporté hier les internationaux des États-Unis et il a privé son rival Novak Djokovic d'une place dans les livres d'histoire de son sport. Il espérait devenir le premier joueur depuis 1969 à remporter les 4 tournois du Grand Chelem en une seule saison. En entrevue après le match, Daniil Medvedev a tenu à rendre hommage à son adversaire qu'il a qualifié de plus grand joueur du monde. Et en terminant sur la scène musicale. Best Pop VMA goes to Justin Bieber!
Le Canadien Justin Bieber est un des grands gagnants de la cérémonie annuelle des prix vidéo de la chaîne MTV. Il est reparti avec le titre de l'artiste de l'année et celui de meilleure musique pop pour sa chanson Peaches. Le rappeur Lil Nas X a remporté pour sa part un des prix les plus convoités, celui de la vidéo de l'année pour sa chanson Montero. Madonna a aussi fait une apparition remarquée. Elle a souligné que la chaîne de télévision MTV était toujours là, 40 ans après sa création, même si certains avaient prédit qu'elle ne durerait pas dans le temps. Voilà, c'était le Radio Journal. Ici Mathieu Bellumeur au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Pour plus de détails, d'autres nouvelles, téléchargez l'appli Info de Radio-Canada. Bonne journée.